Le podcast Entreprendre à l'étranger vous est présenté par la plateforme av.imo. Si vous voulez acheter, vendre, faire estimer ou financer un bien en France ou au Portugal, les experts d'av.imo vous accompagnent gratuitement dans vos démarches. Pour être accompagné sereinement, rendez-vous sur le site www.ave.imo. Bonjour et bienvenue sur le 47e épisode d'Entreprendre à l'étranger, le premier épisode de l'année 2023. Et pour démarrer l'année, en fait, on prend la direction de l'un de mes nombreux pays de cœur, mais c'est un pays pour lequel je suis tombé amoureux il y a quelques années, la Turquie. Et on va à la rencontre d'Adélaïde qui est installée là-bas depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et elle va nous raconter son parcours, pourquoi Istanbul et qui elle est, ce qu'elle y fait. Bonjour Adélaïde. Bonjour Alim, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, comme je disais, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu es. Ça, je l'ai déjà dit, mais pourquoi Istanbul? Et là, je pense qu'on va perdre beaucoup de gens parce qu'on va beaucoup parler d'Istanbul, je pense. J'espère qu'il y a des passionnés, qu'il y a des passionnés d'Istanbul qui nous écoutent. Je t'en prie, vas-y. C'est vrai qu'on a découvert qu'on était deux amoureux d'Istanbul, donc voilà, on va certainement en parler. Il y Donc a des chances. ouais, voilà, je suis Adélaïde Tili, je suis à Istanbul, je suis en Turquie depuis à peu près 15 ans. J'ai passé mes 5 premières années à Ankara et puis maintenant ça va faire 10 ans, je pense, que je suis à Istanbul. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis vraiment à la base, je suis prof, donc c'est pour ça que c'est un peu étrange pour moi d'apparaître dans un podcast d'entrepreneuriat parce que pour moi, prof et entrepreneur, c'est encore un espèce de parallèle que j'ai du mal à faire. Et pourtant, je suis aujourd'hui à mon compte et entrepreneur, mais voilà, à la base, je suis prof et j'enseigne le français aux enfants étrangers, donc aux enfants qui ne parlent pas le français. Et puis c'est ça qui m'a amenée à vivre à l'étranger dans un premier temps et puis à m'installer en Turquie après, puisque je cherchais surtout, quand j'étais, je sais pas si c'est comme tous les ados, mais moi j'ai l'impression que oui, quand j'étais ado au lycée, personne ne savait trop ce qu'il voulait faire dans la vie. Donc on essaye de trouver un petit peu des choses à quoi se raccrocher et puis moi je suis fille un peu d'expat, j'ai fait mon collège à Madagascar, puisque mes parents étaient partis là-bas. Arrivée au lycée en France, il y avait à peu près un seul truc qui me bottait, c'était de repartir à l'étranger. Je me disais quand même que c'était une sacrée richesse et voilà, à force de rencontrer des gens, j'ai découvert ce métier de prof de français langue étrangère et je me suis dit à défaut que ce soit une vocation ou une passion première, ça collera avec mon envie de voyage et puis voilà, donc ça fait depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 20 ans que je suis prof de français. Et donc, pourquoi je dis aujourd'hui que je suis entrepreneur, c'est que le Covid étant passé par là, d'abord j'ai enseigné comme tous les profs en ligne. Et puis, j'ai perdu mon boulot, concrètement. On m'a dit: «Oui, l'année prochaine», comme c'était un CDD: «On peut pas encore ouvrir un CDI, mais tu peux faire autre chose dans l'école si tu veux». Moi, je voulais juste faire mon travail, enseigner le français, aux enfants parce que moi, faire un autre travail, par exemple enseigner, les maths et tout ça, ça me botte pas du tout. Donc j'ai dit non à l'école, j'ai dit: «Non, ça ne m'intéresse pas» et donc je me suis retrouvée à me dire: «Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, ma fille ?» Et c'est là que je me suis demandé qu'est-ce que j'avais un petit peu comme je sais pas moi, comme pierre sur laquelle que j'avais déjà posée sur mon parcours professionnel, sur laquelle je pouvais m'appuyer, sur laquelle je pouvais construire. Et en fait, j'ai un blog de prof, pas très très joli, sur lequel je partage avec les autres profs qui font le même métier que moi, donc qui enseignent le français aux étrangers, les choses que je crée pour mes élèves. Donc des histoires en français facile, des jeux pour pratiquer et apprendre du vocabulaire, enfin voilà, tout ce que je préparais pour ma classe, je le partageais là-dessus. Et il se trouve que ça a rassemblé énormément, énormément de monde, donc je me suis retrouvée sans faire trop d'efforts avec cette énorme communauté qui était très enthousiaste, très
participative, très motivée, avec qui j'avais pas mal d'échanges. Et je me suis dit que j'allais essayer de développer ça. Et depuis, donc ça fait 2 ans que, à partir de cette communauté, de ce blog, et puis bon, de certaines perches qu'on m'avait déjà lancées à gauche, à droite, je suis formatrice de profs. Donc je fais des formations en ligne et aussi en présentiel pour former les profs à faire ce métier-là, donc enseigner le français aux enfants. Et puis je crée aussi des ressources, jusqu'à présent que je faisais tout gratuit sur mon blog, j'en fais des un petit peu plus aboutis, un petit peu plus travaillés, un petit peu plus pro, on va dire, et je vends ces ressources aussi pour les profs qui en ont besoin. Voilà, un petit peu, ça c'est pour faire simple, mon activité aujourd'hui, qui a l'avantage d'être une activité que je peux faire du monde entier. Donc si un jour je veux partir de Turquie, tout est possiblement faisable en ligne. Donc c'est assez chouette. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tu as aussi un blog Donc j'ai un blog et j'ai aussi un et un podcast. podcast. Oui, c'est ça. J'ai aussi un blog, j'ai aussi un podcast, j'ai aussi une newsletter. Du coup, j'ai aussi des groupes Facebook. J'ai développé ce côté communauté, donc avec une newsletter qui est très suivie, avec des gros groupes Facebook qui sont très très dynamiques. Et puis l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, j'ai eu envie, parce que moi j'écoute beaucoup de podcasts, donc je suis très contente d'être là. Je suis très 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 podcast, et j'en écoute tout le temps, et j'avais envie de proposer quelque chose pour les enfants qui apprennent le français, pour qu'ils puissent pratiquer le français en dehors de l'école, mais quelque chose qui soit à leur niveau, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de ressources pour ces enfants-là. On leur dit, allez écouter des podcasts, allez regarder des dessins animés, mais c'est des choses qui sont faites pour des enfants français. Et donc, ça va trop vite, c'est trop compliqué. Et finalement, au lieu de motiver les enfants entre deux cours, ça les démotive, et ils se disent, mais en fait, j'ai rien appris, je sais rien faire. Donc, c'était important pour moi de créer, puisque je n'ai pas trouvé une ressource comme ça, un support comme ça, de permettre aux enfants d'écouter des histoires le week-end, en français, qui soient racontées doucement, lentement, avec des mots qui se répètent, avec des mots plutôt simples, des structures de phrases simples, et donc des phrases assez courtes aussi. Bref, tout ce qui pouvait leur permettre de comprendre, et d'être fiers aussi du coup de comprendre, et de pouvoir montrer à la maison, en fait je comprends ça, à ses parents. Donc c'est motivant en fait, parce que quand on se retrouve face aux 2-3 premières phrases où on n'a rien compris, on laisse tomber, alors que de comprendre, et que d'être qu'on nous mette quelque chose à notre niveau, ça nous permet de mettre le premier pied sur la première marche, et puis derrière, on va progresser. Après, je pense que c'est comme tout. Après, surtout chez les enfants, même nous en tant qu'adultes, si à un moment donné c'est pas ludique, ce qu'on nous enseigne, c'est pas ludique, ou même ce que nous on enseigne en tant que prof, si c'est pas ludique, déjà on nous perd, et puis on perd nos étudiants, quoi. Oui, et puis ça va au-delà de ça, parce que tu vois, nous en tant qu'adultes, on a choisi les cours qu'on suit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends aujourd'hui Ça nous est pas imposé, voilà, déjà. la décision de te former sur quelque chose, une langue étrangère ou n'importe quoi d'autre, c'est toi qui l'as choisi. Un enfant, c'est pas son choix d'être là. Donc, il faut 2 choses. Il faut que ce soit ludique, et puis il faut qu'il sache pourquoi il est là. Il faut qu'il y ait de la motivation, parce que faut qu'il y ait du sens, en fait, au fait qu'il soit là. Parce que, voilà, il a pas choisi. Il sait pas pourquoi tout à coup on lui demande de baragouiner ce truc avec une dame qui parle comme ça et qu'on comprend rien. Donc, il faut vraiment tout mettre à leur portée et donner du sens à ce qu'on fait. Et en fait, les enfants, pour donner du sens, il faut leur parler de ce qui les intéresse. Donc, il faut leur parler des Pokémon, par exemple, et puis il faut leur parler du monde des histoires, parce que c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, et puis il faut les faire jouer. En gros, c'est les 2 leviers qui marchent le mieux avec des enfants, c'est le jeu et les histoires. C'est assez intéressant que tu dises ça, parce qu'en fait, on apprend par le jeu. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est des pilotes d'avion. Ouais. On les met dans un simulateur. C'est un jeu. Bah, C'est un jeu vidéo. Je savais pas. Ils peuvent perdre. Ils ont même le droit de perdre, de faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Non, mais mine de rien, c'est hyper important. C'est en fait un pilote de ligne, que ce soit un pilote amateur, un pilote de ligne ou un pilote de chasse. Un des premiers contacts qu'il va avoir avec son métier, c'est un simulateur. Ouais. Donc c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, et puis c'est aussi quelque chose où il va être tout de suite les mains
dans le cambouis quelque part. C'est pas de Ah, la c'est ça, et puis il peut s'écraser 75 fois, c'est pas grave. c'est pas de la théorie, parce que le français aujourd'hui, souvent, quand on n'est pas formé à enseigner aux enfants, et c'est le cas de beaucoup de profs qui enseignent aux enfants, on ne sait pas par quel bout prendre le truc, et donc on a deux écueils. Soit on part dans le jeu, mais on ne sait pas trop ce qu'on enseigne, on fait un petit peu de la garderie. Soit on part dans un enseignement très classique et très traditionnel, où là, on va faire de la théorie, on va faire des exercices, et puis on va endormir les enfants parce qu'il n'y aura aucun jeu, et puis il n'y aura aucune pratique. Ce sera quelque chose qui restera très lointain par rapport voilà, aux envies de communiquer des enfants, aux envies de jouer des enfants, aux envies de bouger des enfants. Donc, ce qui est important, et puis c'est le parallèle que je fais avec aussi le pilote d'avion, c'est d'avoir les mains dans le cambouis, quoi. On n'apprend pas en restant assis et en écoutant quelqu'un, et encore moins une langue étrangère. Bah, si tu la pratiques pas, après c'est vrai que si tu la pratiques pas, je vois pas l'intérêt. Si le souvenir que j'ai, c'est que j'avais un niveau d'anglais qui était horrible. Arrivé à la fac, c'était pas mieux. Et en fait, j'ai dû me confronter à des gens qui ne parlaient qu'anglais pour apprendre l'anglais. Oui, c'est ça. Il faut une langue, ça se pratique, et c'est comme ça qu'on donne du sens au fait qu'on l'apprend, parce que sinon, si c'est pas pour échanger avec quelqu'un, c'est quoi finalement d'apprendre une langue? Ouais, c'est un bagage supplémentaire. Du coup, alors ça c'est pour ton métier. Tu m'as dit en introduction que tu avais fait le lycée, donc t'avais fait une partie de tes études secondaires à Madagascar, et t'es arrivé en France. Ça s'est passé comment? T'es né à l'étranger, t'as vécu toute ton enfance et l'adolescence à l'étranger, Mais ou tellement pas. t'avais un lien avec la France en étant ado? En fait, moi, je suis une fille d'agricultrice, donc plus sédentaire, tu peux pas. Mes deux parents Et étaient j'avoue, agriculteurs comment tu fais pour être agricultrice et expat? en Bretagne. Donc voilà, avec du maraîchage, avec des terres, avec des serres, enfin avec du sol, tu vois, enfin le truc un peu de paysan. Plus ancré, c'est compliqué, Ouais, quoi. pour ancrer, voilà, c'est ça, vraiment quelque chose de très terrien, on va dire. Et puis, mon père est parti faire de la coopération internationale agricole à Madagascar. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Moi, j'avais 11 ans. Et là, c'est un peu ton monde qui explose, parce que toi, tu connais la Bretagne, tu connais 15 kilomètres autour de chez toi, et puis tu te retrouves à Madagascar. Et puis, c'est ton monde qui s'explose, mais dans un bon sens, quoi. C'est ton esprit qui s'ouvre. On est resté 4 ans, voilà, uniquement. Et on est rentré. Donc, correspond à tout mon collège. Moi, j'ai fait tout mon collège à Madagascar. Et puis, on rentre finalement dans le sud-ouest de la France avec ma maman. Et donc, pour le lycée. Et puis là, c'est le choc à l'envers auquel j'étais absolument pas prête, parce que nous, on revenait en vacances en France. J'étais contente de revenir en France. Et là, tout à coup, de me retrouver vraiment vivre en France, je me suis dit, ah, mais je suis pas exactement comme les autres gens qui n'ont pas voyagé. Je vois les choses différemment. Du coup, je me rapprochais beaucoup de gens qui avaient aussi vécu sur plusieurs pays, etc. Parce que je pense que j'avais du mal avec la vision très franco-française qui se justifie quand on n'a jamais bougé et qu'on a 14 ans. Mais pour moi, ça c'était limitant. Et donc voilà, j'ai trouvé un peu dur de rentrer en France et de réaliser que j'ai seulement en 4 ans d'expatriation à un âge très jeune, je me sentais déjà différente, et j'avais d'autres aspirations aussi. Et donc très très vite, moi j'ai fait mon lycée, et puis un petit peu de fac, je suis partie à Paris. Et très vite, après je pense 2 années de fac, je suis partie au pair. J'avais envie de partir, ça y est, j'en avais marre. Je me suis dit, bon, c'est bon, 4-5 ans en France, finalement, si on allait voir autre chose. Donc, je suis partie au pair en Irlande, et à partir de ce moment-là, donc je devais avoir 20 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai arrêté de vivre en France de manière régulière. Donc, je faisais des passages, des fois, de quelques mois, et puis je repartais. Après, ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où, certes, c'était que 4 ans, c'était quand tu étais ado, mais c'est à l'époque où on est des éponges, quoi. Mais tellement, moi, c'est une époque aujourd'hui qui est extrêmement importante pour moi. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'amis de cette période-là, avec qui on était ensemble au collège, qui sont soit à Mada, soit aussi en France aujourd'hui. Et ouais, c'est une période charnière qui m'a vraiment changée. Donc tu pars en Irlande, tu restes combien de temps en Irlande? Je reste 1 an. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que de l'Irlande, on te retrouve à Istanbul des années plus tard? Alors, quand j'étais en Irlande, entre-temps, j'avais fait... Alors, comme je t'ai dit, je savais pas trop quoi faire dans ma vie quand j'étais au lycée. Donc,
Bon, d'abord, j'ai été un petit peu guidée par ma maman qui est travailleure sociale, donc je suis partie un peu dans des études sociales et puis sciences de l'éducation, un truc un petit peu généraliste de quelqu'un d'un petit peu social, on va dire, qui sait pas trop quoi faire dans sa vie. C'était exactement ça. Et puis quand je suis arrivée en Irlande au pair, euh, moi j'étais dans une super famille et en fait je n'avais rien à faire parce que les enfants allaient à l'école le matin, donc j'avais rien à faire jusqu'à midi. Et puis l'après-midi, je m'occupais de la petite fille. Et puis je me suis rendu compte que je m'ennuyais intellectuellement. J'apprenais l'anglais, mais je m'ennuyais, j'avais besoin d'apprendre des choses. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire un petit truc par correspondance. Et c'est là que je me suis dit, ah, ce truc de français langue étrangère, on va regarder comment ça se passe. Et donc j'ai passé ma licence par correspondance quand j'étais en Irlande. Et donc en revenant d'Irlande, j'avais cette licence. Je me suis inscrite en master à la fac de Toulouse, mais qui était par correspondance parce que en fait, je voulais pas rester du tout en France. Je me suis dit, en master, il y a un stage, donc je vais tout de suite partir. Et je me suis inscrite à la fac et j'ai tout de suite envoyé des demandes de stage. Et le premier qui m'a pris, c'est l'Inde. Donc je suis partie faire mon stage en Inde pendant mon année de master en tant que prof. Donc là, c'est vraiment le tout début, c'est mes premiers cours, quoi. J'ai 20 ans, 21 ans et j'arrive en Inde et je donne cours à des grands gaillards avec des turbans et des énormes moustaches et des petits poignards dans la poche. Parce que j'étais dans une région, la région qui s'appelle le Punjab, où il y a la population sikh qui est assez... Moi, je suis rentrée là-dedans, qui était un peu timide. J'étais un peu timide, c'était assez impressionnant. Donc voilà, mes premiers cours, c'était en Inde. Je reste là-bas à peu près l'année scolaire. Et puis après, je cherche un autre job. Je trouve un boulot au Japon. Donc je vais enseigner au Japon pendant 1 an et demi. En sortant de là, je reste un petit peu en France. À chaque fois que je passe un petit peu en France entre deux boulots, quoi, je fais des petits boulots en France, le temps de revoir les copains, la famille. Et puis, j'ai une copine qui part en Bolivie. Elle me met en contact avec l'Alliance française. Je pars en Bolivie, travailler un petit peu. Et puis après tout ça, j'en avais un petit peu marre d'être loin, en fait. Voilà, j'en avais marre d'être loin. J'adorais enseigner. J'ai découvert que j'adorais enseigner. Alors que vraiment, à la base, je ne l'ai pas fait par passion d'enseignement. C'était juste un moyen de voyager. Mais j'étais fatiguée d'être loin. Donc je me suis dit, je vais chercher un boulot un petit peu moins loin que le Japon ou la Bolivie. Et je connaissais quelqu'un qui travaillait à Ankara, enseignante, et qui m'avait dit, le jour où tu veux venir en Turquie, tu me contactes, moi je connais plein de monde. Et pourquoi la Turquie? Parce que j'étais venue en voyage et que j'avais déjà eu un coup de cœur énorme pour ce pays. Donc je me l'étais gardé dans un coin de ma tête en me disant, ah, un jour j'aimerais bien aller vivre en Turquie, comme on fait toujours quand on va dans un endroit en fait en voyage. Mais là c'est devenu concret parce que je connaissais quelqu'un qui pouvait me trouver du boulot. Et donc j'ai contacté cette nénette, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien, ça y est, venir passer quelques années en Turquie. Elle m'a trouvé 2 boulots. J'ai été prise aux 2. Et c'était à Ankara. Donc Ankara, pour ceux qui connaissent pas la Turquie, c'est la capitale, mais c'est pas la ville la plus attrayante du pays. C'est au milieu du plateau anatolien. C'est assez administratif. C'est une ville nouvelle. C'est un peu poussiéreux, climat très rude. Mais bon, je me dis, je vais passer 1 an à Ankara. J'ai le pied dans le pays. Et puis l'année suivante, je trouverai bien quelque chose à Istanbul. Et j'ai adoré la vie à Ankara. Finalement, j'ai rencontré plein de gens super. Le boulot était génial. Donc, je suis restée 5 ans. Et puis après, j'ai rencontré mon compagnon en France. Je lui ai fait découvrir Ankara. Il m'a dit, ouais, c'est sympa. Après, je lui ai montré Istanbul. Il m'a dit, ah, c'est mieux. Là, on est en quelle année? Quand tu arrives à Ankara, on est en quelle année? Ankara, on doit être en 2017-18, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, 2012, je rencontre mon compagnon, il me dit... Alors 2007, non, 2007, pas 2017 alors. Ah oui, 2007, pardon, Oui. excuse-moi. 2007, oui, tout à fait. Parce que genre, tu vis tellement pleinement ta vie que tu fais 2 années en une. Ça va trop vite. Non, sincèrement, si t'as un secret, je prends. Je commande dédoubler le temps, je prends. Bon, tu sais, c'est le secret de vie étudiante enfin, étudiante, j'étais plus étudiante, mais où t'es jeune et t'es prête à manger des pâtes. Et concrètement, en Inde, moi, je gagnais 400 € par mois et donc il me fallait bosser 6 mois pour payer mon billet de retour. Donc c'est ça le secret, hein. C'est d'accepter des conditions assez pourries juste pour ce plaisir de vivre à l'étranger.
Donc 2007, 2012, tu rencontres ton Istanbul. compagnon Ouais. et du coup, tu lui fais découvrir Istanbul. Et là, il me dit ah ouais banco. Il me dit d'accord. Alors lui, c'est pareil. Hein, c'est pas un fils d'agriculteur, mais bon, c'est quelqu'un qui vient du sud-ouest de la France. Qui n'a jamais trop bougé, voire pas du tout. Et rien que d'aller à Toulouse, prendre l'avion, le périph', c'était compliqué. Grosse ville, quoi. Grosse ville. Donc, c'était un petit peu un paysan quelque part dans l'âme aussi. Donc, de venir à Istanbul, 17 millions d'habitants, c'était une belle preuve d'amour, on va dire, voilà, c'était un gros changement dans sa vie aussi. Et donc, on s'est installé à Istanbul, et puis depuis, on n'arrive pas trop à partir. Il y a juste une info à donner concernant Istanbul, parce qu'en fait, on a tendance, moi j'ai vécu ça au Maroc, où si on prend pour référence des grandes villes qu'on connaît. Ouais. Voilà, c'est qu'un jour je discutais avec un type au Maroc, il me dit oui, mais moi je viens de Paris, machin. Je lui dis Casablanca, c'est 6 fois et demi Paris. Voilà. Voilà, je lui dis Paris, c'est 106 km², Casablanca, c'est quasiment 700. Voilà, donc c'est pas pareil. Istanbul, pour ceux qui nous écoutent, c'est à peu près 5500 km². Oh la vache. Je sais même pas tellement c'est grand parce que c'est vraiment immense. Enfin, moi, j'en vois jamais le bout, en fait. C'est vraiment très grand. Concrètement, Istanbul, c'est 1% du territoire français. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est un département, quoi. C'est une ville-département. Alors oui, Paris, mais quand même, quand on regarde Ça peut être un pays en soi. Si tu te dis Monaco fait 2 km² et demi. Ouais. C'est un pays. Donc, Oui. tu te dis des Monaco, Je suis pas sûre qu'il y ait 17 quelques millions. centaines. Je suis pas sûre qu'il y ait 17 millions de monégasques, quoi. Les uns sur les autres, ça peut faire beaucoup, oui. Je pense qu'on les verrait depuis l'espace, quoi. Voilà, donc grosse ville et puis c'est aussi une ville, enfin si on doit un petit peu parler d'Istanbul, mais c'est une ville qui ressemble pour moi, aucune autre ville au monde et qui est magique. C'est unique. Elle est traversée donc par le Bosphore. Nous, on habite du côté asiatique, très proche du Bosphore, donc on a la vue sur le Bosphore, sur la mer, les bateaux. Et puis on prend le bateau tous les jours. Mon compagnon, il prend le bateau pour aller en Europe travailler. Et moi, je le prends presque tous les jours, voilà, pour X raisons. Et puis, on a une vue comme ça sur des mosquées multicentenaires, sur des bâtiments, des caravansérails, enfin des trucs incroyables. C'est une ville dont on ne se lasse jamais. Même les Stambouliotes ici, quand ils prennent le bateau, ils continuent à prendre des photos, quoi. C'est une ville qui te subjugue par sa beauté. Et puis après, faut aimer un petit peu le chaos, hein, mais moi, j'aime bien cette ambiance un peu chaotique qu'on Ouais, mais c'est un chaos qui a l'air organisé. C'est ça que j'adore, moi, Istanbul. C'est un chaos où on se retrouve parce qu'on connaît les codes, il faut connaître les codes. C'est ça. C'est ça, la dernière fois que j'étais. Donc là, c'était en juin. Alors, pour Istanbul, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Istanbul. Moi, je l'ai découvert la première fois, c'était en 2011. Et c'est très simple. Istanbul, je fais 2011, 2013, 2014, 2015, 2022. Et du coup, j'arrive là dans quelques semaines. Donc voilà. Donc, comment dire, il y a un petit attachement à la ville, quand même. Oui, c'est ça, je vois. Et en fait, c'est par période. C'est quand j'y vais une fois, je peux ne pas y aller pendant quelques temps, mais dès que j'y remets le pied, en fait, j'enchaîne. Ouais. C'est pareil. Donc, j'avais fait Je vais 2011, partir, mais je vais 2012. revenir. Je reviendrai. C'est ça en permanence. J'étais en 2011. 2012, c'était une petite pause. Après, je fais 2013, 2014, 2015. Puis après, 2022. Et là, du coup, j'arrive pour 5 semaines, là, à partir du mois de mars. Ben oui, mais moi, on me dit souvent, ah, tu restes, ça fait 15 ans que tu es en Turquie, tu as rencontré un Turc. On me dit ça. Je dis non, moi, Non, j'ai rencontré la Turquie. Voilà, je suis tombée amoureuse de la Turquie. Pas que d'Istanbul. Istanbul, c'est quand même une dimension importante. Après, la Turquie aussi, dans sa diversité et le reste du pays et les gens et la culture et la nourriture et tout ça, c'est aussi une grosse histoire d'amour. Et puis Istanbul, ouais, pour moi, c'est l'amour de ma vie, quoi. Donc, t'as rencontré Istanbul. Ouais, c'est ça, j'ai rencontré Istanbul. Quand tu décides de t'installer à Istanbul, c'est quoi qui t'y amène? C'est le boulot? C'est juste le fait de vouloir quitter Ankara, aller à Istanbul et attendre une opportunité? Ben non, c'est mon compagnon qui m'a dit Ankara c'est moche. Il m'a dit je veux bien te rejoindre à 4000 bornes de chez moi, de ma campagne basque, mais t'es mignonne, on ira à Istanbul. Et moi j'avais toujours dans l'idée d'y aller, c'est juste que je repoussais parce que j'aimais bien ma vie à Ankara.
Donc, j'avais des contacts. Ça faisait 5 ans que j'étais en Turquie. Le monde de l'enseignement du français se connaît assez bien. Donc, j'ai tout de suite trouvé un boulot. Et puis, à l'époque, j'avais ma sœur aussi. Ça, je ne t'avais pas dit, mais j'ai ma sœur qui m'avait suivie un moment sur des vacances et puis qui, elle aussi, est restée 4-5 ans. Donc, ma sœur était à Istanbul quand moi, j'ai déménagé à Ça Istanbul. fait long comme vacances, 5 ans quand même. Ma sœur, elle prend des longues vacances. Elle en prend peu, mais quand elle part, Ouais. quand elle part, elle disparaît. Bon, c'est pas resté des vacances pendant 5 ans, mais ouais, du coup, J'aurais pas aimé être son patron à l'époque. Hein. Allez, bon week-end. À dans 5 ans. à lundi. Donc voilà, donc j'arrive à Istanbul, j'ai ma sœur et puis j'ai mon conjoint du coup qui me rejoint et puis on s'installe ici. Donc là, du coup, ça se passe comment? Là, au moment où tu arrives à Istanbul, pour toi, c'est acté. À aucun moment, tu te poses la question de revenir en France à un moment donné. Non. Non, D'accord. non, et puis la question, on se la repose de temps en temps, notamment on se la pose quand on rentre en France l'été ou bien, bon, il y a eu un coup d'État il y a quelques années ici, C'était en 2016. ouais et on s'est posé la question et puis la question était: «Si on doit partir de Turquie, on n'a pas envie de rentrer en France, donc ce sera une autre destination, si on part d'ici très probablement». Bon, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, Inch'Allah comme on dit, mais en tout cas, l'idée de rentrer en France, non, ne m'a jamais. C'est l'avantage de la Turquie, c'est que c'est pas loin, quoi. C'est accessible en 3 heures d'avion. Il y a des billets pas trop chers. J'ai de la famille qui vient, j'ai des amis qui viennent. Enfin, la France, et puis j'ai l'été. Moi, je suis prof à la base, donc même si aujourd'hui je suis entrepreneur et formatrice, je continue à ne pas travailler l'été. Alors qu'il y a plein Mais de tu peux, formations hein. l'été Tu et peux, moi c'est ton droit. on me propose plein de formations l'été. Je dis non, je travaille pas l'été. Donc bah, mon compagnon étant prof aussi, tu vois, et puis moi j'ai été prof toute ma vie, j'ai été prof 20 ans, donc on se refait pas quoi. Donc on rentre en Mais c'est un France. rythme, c'est comment dire, c'est un rythme que tu peux garder et quand tu sais t'organiser en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que ton profil est intéressant dans le sens où tu viens de l'enseignement, mais tu as quand même un profil entrepreneur, c'est-à-dire il y a une discipline. Ah mais il y Ne a pas bosser 2 mois sur l'année, c'est une discipline. Aujourd'hui, moi, je connais peu d'entrepreneurs qui peuvent prendre 8 semaines de congé. eh ben, ça demande derrière de de Ça demande une discipline. ouais, ça demande une discipline que j'ai découvert parce que vraiment que j'ai découverte. Quand tu es prof toute ta vie, tu es salarié toute ta vie. En plus, tu as tes vacances payées, donc t'anticipes pas. Tu sais qu'en juillet, t'as pas bossé, tu as quand même ton salaire qui tombe. Moi, je me suis jamais intéressée à l'argent. Voilà, concrètement, aucun intérêt. Ça tombe, c'est bien. Quand je suis en vacances, ça tombe. Quand je travaille, ça tombe. J'aime bien mon boulot, tout va bien. Je vérifie juste que je sois pas dans le rouge à la fin du mois. Et là, quand t'as plus de salaire, moi, j'ai mis des mois à, à déclarer ce que je gagnais, à noter, ne serait-ce que noter ce que je gagnais, et du coup, à ne pas me retrouver l'été en me disant ah mais j'ai rien, ah mais si je veux pas travailler, je vais pas avoir. Ça Je vais m'a devoir, je vais devoir anticiper 2-3 bricoles. C'est ça m'a pris beaucoup de temps. Et par contre, je me suis dit, il est hors de question que je structure pas ça parce que je veux continuer à garder mes vacances d'été. Donc, va falloir ma cocotte commencer à planifier un petit peu, à faire de la trésorerie, en gros, à faire de la compta, chose que j'avais jamais fait dans ma vie, quoi. Et alors, c'est comment? Nul. J'adore poser cette question. C'est nul. La compta, c'est tout pourri. J'ai appris, mais j'aime pas. Ce que j'ai Moi, appris, je suis je fais de l'accompagnement à la création de sociétés, donc j'interviens dans des boîtes, soit ouais. existantes ou soit des boîtes comment dire, des fois la genèse de la boîte, même des fois structurer l'idée. Mhm. Et des fois, j'adore l'une de mes clientes qui est devenue une amie. La première fois où je vais faire l'audit de sa boîte, je crois qu'au bout de 2 jours de conseil, elle me regarde et me dit, Alim, je te déteste. Ah bah moi je déteste beaucoup de monde, hein. Franchement, la TVA là, ça y est, c'est mon nouveau dada. Je les déteste, je les pourris, je les maudis. Ah ça me prend la tête parce que tu te dis ah ça y est, je suis plus salariée, donc je peux faire ce que je veux. Je vais pouvoir être Presque. créative, ouais, je vais pouvoir
consacrer l'argent, pardon, justement, consacrer mon temps à ce qui m'intéresse et tu te retrouves à faire de la compta pendant 2 jours par mois où tu t'arraches les cheveux ou à la fin tu es même pas sûr de ce que tu as fait. Donc c'est un petit peu la mauvaise surprise, quoi. Non, mais c'est vrai, comment dire, c'est pour ça que je reviens sur le mot discipline, c'est ce qu'on découvre quand on devient entrepreneur ou chef d'entreprise ou freelance ou qu'on ait des salariés, des collaborateurs ou qu'on fasse appel à des partenaires extérieurs. En fait, il y a ce mot-là qui est un peu mon cheval de bataille, qui est la discipline, et c'est des trucs qu'on nous apprend pas. Même au moment de créer la société, on nous l'apprend pas. Ouais, tellement pas. Et c'est ça qui est terrible. Il y a pas longtemps, j'étais à un petit déjeuner avec des entrepreneurs, et il y avait une chef d'entreprise, et elle avait un client. Et puis on la regarde, on lui fait, en fait, c'est illégal. Tu peux pas avoir qu'un seul client. Ouais, quand t'es freelance. Parce que c'est ça, parce que c'est du travail dissimulé. Ah bon? Donc là, le petit déj se passe très mal. Et au fil de la discussion, on lui dit, non, mais de toute façon, mais quand tu fais appel à un auto-entrepreneur, tu dois lui demander ça et ça comme document. Ah bon, pourquoi? Pour te prouver son statut, qu'il est assuré, qu'il est en règle avec l'INSEE et compagnie, quoi. Et là, t'entends, ah, je l'ai jamais fait. Non, mais Alim, on n'est pas accompagné. Enfin, après, je sais pas quand t'es en France, mais on te balance. Non, c'est toi qui as choisi enfin, ça dépend Ouais, des mais gens. t'es pas accompagné, en fait, il y a pas un réel accompagnement de toutes les étapes. Non, c'est quand même il faut aller chercher les informations. Concrètement, toute seule, t'y arrives pas. Moi, heureusement que rapidement, j'ai rencontré des personnes qui faisaient à peu près la même chose que moi et avec qui on est devenus amis et qui m'ont guidée parce que en plus, bon, dans le monde des profs, trouver des gens qui s'y connaissent en entrepreneuriat, accroche-toi mon coco. Heureusement que je suis tombée sur elle et qu'elle faisait ça depuis quelques années parce que je pense que sinon, honnêtement, j'aurais abandonné à cause de la lourdeur, et pas tant la lourdeur, parce qu'au final, quand tu as compris, c'est pas si lourd. C'est juste la peur de cette machine administrative derrière que tu n'as jamais appris à maîtriser et que tu sais pas par quel bout prendre, quoi. On est d'accord. Et surtout, comment dire, ouais, dans le milieu de l'enseignement, ou en France, et après, principalement en France, c'est celui que je connais le mieux, t'as peu d'entrepreneurs et de profs. Bah ouais. Alors, déjà, légalement, tu ne peux pas. Ouais. Déjà, ça pose énormément de problèmes. Alors, je te raconte pas le nombre de montages que j'ai vu passer avec des profs, où soit madame ou monsieur était chef d'entreprise, donc à la tête du projet, mais c'était madame ou monsieur qui était légalement le gérant de la boîte. Ouais. Et ils savent pas à qui ils ont affaire en face d'eux. Donc moi, quand je me présente, comment dire, c'est soit j'ai été recommandé ou autre. Donc tu comprends que alors que moi je, et en fait, c'est à la fin mais en fait, qui dirige la boîte? Est-ce que je peux parler à la vraie personne derrière le projet? Parce que là... Parce que j'ai l'impression, madame est derrière le projet, ça j'ai compris. Par contre, légalement, c'est monsieur qui gère. D'accord, ok. C'est parce qu'en fait, tu sais pas où tu vas, en fait. Ouais. Mais non, il y a un manque d'accompagnement qui est réel. Ah, Qui est réel parce qu'il y a tellement de statuts, il y a tellement de particularités, il y a tellement. Là, moi, j'ai un client, c'est un ancien de l'armée. Après l'armée, donc retraite de l'armée, plus à la tête d'un programme au sein du ministère de la Défense, plus nouveau chef d'entreprise. Ouais. Comment dire, là, c'est pour danser avec tout le monde. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est Parce ça. qu'ils comprennent pas. Ah bon, pourquoi il veut créer une société? Bah déjà, si le greffe, on lui répond, bah déjà, c'est pas votre problème. Commençons par là. Oui, déjà, oui, bien sûr. C'est comment on peut le faire. C'est ça. Ne rentre pas dans ton schéma de pensée habituel ou en tout cas dans les profils que tu as l'habitude de voir, mais ça existe aussi, quoi. Mais ça existe aussi. Ouais. Mais j'imagine que quand tu es prof et en plus à l'étranger, ça doit être particulier, quoi. Ouais, parce que dans ces cas-là, ça se passe comment? C'est tu es prof pour des sociétés pour l'Alliance française ou une institution française, ou tu es prof pour une école turque? Ça dépend où tu travailles. Dans tous les cas, là en général, mais en tout cas je parle de mon cas, tu n'es pas éducation nationale, tu n'es pas fonctionnaire français, hein, parce que ça c'est encore plus compliqué. Tu peux l'être, mais alors là c'est très 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 compliqué. Non, moi j'ai jamais été titulaire de l'éducation nationale, donc je suis contractuelle, donc je fais un contrat soit avec l'Alliance française, soit moi dans mon cas c'était avec des écoles privées turques. D'accord, je comprends bien. Donc ça, c'est quand tu enseignes. Après, maintenant, aujourd'hui, quand tu es
Alors moi, j'ai plein de casquettes aussi, hein. C'est que je suis formatrice, ça c'est une casquette, soit individuelle, soit pour des institutions, d'un peu partout dans le monde. Donc à chaque fois, ça fait des particularités administratives à découvrir et à remplir. Après, je suis créatrice de ressources. Donc, c'est un peu de la vente de produits, si tu veux, quelque part. J'ai bossé avec des maisons d'édition, donc j'ai des droits d'auteur qui arrivent d'Espagne ou de je ne sais où, donc c'est compliqué. Et puis, je travaille aussi, ça, c'est un peu mon à côté euh, que j'arrive pas à lâcher parce que j'aime beaucoup, mais qui me prend beaucoup de temps en dehors de mon activité principale, c'est que je travaille comme déléguée pour la presse française en Turquie, en fait. Euh, tout ce qui est... C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire, en fait, ce qui est magazine pour enfants, donc les éditions Bayard, les éditions Milan, jeunesse, et aussi tous les autres titres, que ce soit Paris Match ou Capital ou tout ce que tu veux, qui travaillent avec une association française qui s'appelle Unipresse pour les aider à vendre des abonnements à l'étranger, en fait. Moi, je suis la représentante de tout ça en Turquie. Donc, en gros, toute personne qui veut s'abonner à un magazine français et le recevoir en Turquie va passer par moi. Et du coup, j'ai aussi toutes les bibliothèques des écoles, des instituts, voilà, des grosses commandes un petit peu institutionnelles. Donc ça, c'est un à côté aussi. Et donc, tout ça se déclare différemment et rien ne rentre sous la même dénomination. Ce qui fait que vraiment, le côté administratif de tout ça me pèse beaucoup. C'est le prix de la liberté, on va dire. Mais Et comment dire, et sur place, tu n'as pas un référent, tu n'as pas un cabinet de conseil ou d'accompagnement comment dire, à qui tu peux déléguer tout ça? Alors sur place, si j'avais voulu me déclarer en Turquie, honnêtement, je vais te le dire, Alim, je suis allée voir un comptable, il m'a dit: «Wof, pour ce que tu fais, personne déclare, te casse pas la tête». Ça, c'est les comptables que j'adore. Ça, c'est les mecs, c'est qui sont... Et après, Mais vraiment, je les adore parce qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale, ouais, mais ça passe. mais ils sont d'une telle transparence que ça en devient presque attachant. C'est ça. Non, et puis c'est ici, bon, comme dans beaucoup de pays en dehors de l'Europe, par exemple, il y a quand même une grosse économie parallèle où effectivement ça correspond à une réalité. Ce qu'il me disait, il me disait, te perds pas ton temps et ton argent pour légaliser ça. Sauf que moi, je voulais absolument être dans les clous. Après, tu insistes et puis tu te dis, bon, d'accord, alors on peut faire ça, mais bon, normalement, t'as pas le droit de te tirer un salaire, mais bon, on va s'arranger. Donc, en fait, ici, je sais que si je prends quelqu'un pour m'aider, ça va je vais pas être confiante sur l'aspect légal et j'ai absolument besoin de me libérer la tête par rapport à est-ce que ce que je fais rentre bien dans la légalité ou pas. Donc pour l'instant, je fais tout toute seule. Bon courage. Il y a une question que j'aime à poser. Je te l'ai posée tout à l'heure, mais je te l'ai posée tout à l'heure par rapport à ton début de carrière d'expatrié. On est quand même à 20 ans, donc ce qui est pas mal quand même. Mhm. Est-ce que vous évoquez, donc malgré tout ce qui s'est passé, on a parlé du coup d'État de 2016, et je m'en souviens encore. J'étais pas en Turquie à ce moment-là, mais je m'en souviens très bien. J'étais en soirée avec des amis à Toulon, et j'étais sur mon téléphone à lire à regarder les images de ce qui était en train de se passer. Il y a eu ça, il y a eu le Covid, donc je ne sais pas quelle a été la gestion du Covid en Turquie. Est-ce que, avec toutes ces infos, avec tout ce passif, à un moment donné, tu te poses, toi et ton conjoint, la question de rentrer avec votre famille en France à un moment donné? Évidemment, évidemment. euh, et, et Dieu merci, on va dire, on a la chance de pouvoir se poser la question. Euh, on est prêt à ce que le pays vire complètement on va dire par exemple dans le totalitarisme, et qu'on doive partir. On est prêt, intellectuellement on est prêt, après émotionnellement on ne l'est pas prêt, mais on sait que ça pourrait arriver, qu'il y a des instabilités, qu'il y a des circonstances qui font que nous, en tant qu'étrangers, aujourd'hui, on a la porte de sortie qui est possible. Euh, c'est inquiétant, mais c'est rassurant et c'est sans commune mesure avec ce que ressentent les gens ici. Euh, on est dans une période mouvementée, on est dans une période difficile en Turquie. Moi, je suis persuadée qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.
les gens ont du mal à être aussi optimistes que moi parce que ils n'ont pas cette porte de sortie qui est possible, donc c'est facile pour moi d'avoir de l'espoir. Oui, on se pose la question. En tout cas, ce sera à regret, mais on sait qu'on peut être amené à partir du fait d'événements extérieurs, mais on attend quand même, c'est-à-dire ça reste vivable, ça reste agréable dans nos conditions et avec cette possibilité, voilà, encore une fois, de se dire, si ça va pas, on part. C'est une question qu'on se pose régulièrement. On observe, on est attentif, on reçoit beaucoup les énergies, on va dire, du pays. Et voilà, si un jour on doit partir, on partira parce que la sécurité des enfants avant tout, hein, évidemment. Même si ça fait quand même un arrachement difficile parce que ce serait pas juste quitter le pays, ce serait quitter le pays dans la merde, concrètement. Si un jour ça tourne mal, on va dire, ou plus mal ici, si on part, on laisse les gens, quoi. On laisse les gens qui peuvent pas partir. Et ça, ce serait très, très dur. Alors ça rejoint, c'est assez drôle. Hier, je discutais avec Cyril, donc le coprod du podcast, et je lui disais, je vais changer le jingle, alors qu'on l'a déjà changé pour la saison 3, et je vais changer le jingle, et en fait, le jingle, ça va être une phrase, une intro, la voix de Brel, qui est magnifique. C'est ce que j'ai partagé sur Instagram hier. Donc je t'invite à aller le voir en story, et où il disait, en fait, le plus important pour quelqu'un qui veut quitter Vilvoorde pour aller à Hong Kong, c'est pas d'arriver à Hong Kong, c'est de quitter Vilvoorde. Ah tellement. Tellement. C'est-à-dire que nous, on a envie d'aller à Hong Kong, par exemple, mais on n'a pas envie de quitter Istanbul. Mais c'est ça. Mais en fait, et en tant qu'expat, lorsque tu prends ce rythme de pouvoir quitter un pays pour y revenir ou pas, de partir, de revenir, de voyager en permanence, alors ça se fait avec le temps, mais tu souffres de moins en moins de ce déchirement. Mais après, tout dépend le nombre d'années, le nombre d'années passées dans ce pays. Tu sais, moi, je crois qu'il n'y a pas de verbe aussi pertinent dans sa figure un petit peu littéraire que le verbe enraciner et déraciner, parce que Ça veut tout dire. les racines, c'est ça, c'est pas une origine, les racines, c'est vraiment quelque chose qui pousse quand tu restes quelque part et qui t'attache à cette terre. Donc, si tu as grandi quelque part sans jamais bouger, tes racines, elles sont fortement ancrées. Si tu as beaucoup bougé, tu as des toutes petites racinettes qui s'accrochent dès qu'elles trouvent quelque chose et puis qui sont capables de rebouger derrière. Moi, quand j'ai rencontré mon compagnon, il était fortement enraciné dans le Pays Basque. Mais tu es fille d'agricultrice. Ça compte pas. En déracinement, faut pas sous-estimer ça. C'est très très douloureux, même si c'est volontaire. Et si un jour on part d'ici, ce sera parce qu'on est resté longtemps et qu'on s'est attaché à cette terre concrètement. Si un jour on est déraciné, ce sera difficile. Et il y a un sujet auquel, justement, l'enracinement et le déracinement, un sujet auquel je suis de plus en plus sensible, et j'ai eu la chance de rencontrer à travers le podcast Magali Desmith, c'est le retour en France. Et moi, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois que j'étais parti, que j'étais revenu, je me prenais une claque au retour. Alors, c'était quoi la claque ? Culturelle. Ouais. C'est la première fois que je pars, c'est en 2013, je reviens décembre 2014, janvier 2015. Donc je pars 1 an et demi. Mais en 1 an et demi, je vois le Maroc, la Bulgarie, la Turquie, où je passe du temps. Littéralement, je passe du temps. Sur toute cette période-là, je passe 13 mois au Maroc et le reste du temps entre la Bulgarie et la Turquie. Je suis revenu en France. J'avais qu'une idée, c'était de partir le plus vite possible. Parce que je me reconnais. Déjà, tu te reconnais plus. Ouais. T'as plus les codes. Moi, je suis revenu. C'est ce que j'aime à rappeler aux gens. C'est quand je suis revenu, on était en janvier 2015. Avec tout ce qui a pu se passer en janvier 2015 en France, tout ce qui a pu se passer en novembre 2015 en France, la pire année pour rentrer en France, c'était 2015. Ouais, moi je crois qu'on a toujours les codes, mais qu'on les veut plus en fait. On se rend compte qu'on les veut plus. Ouais, mais moi je me suis rendu compte que j'avais du mal. Ouais. J'ai perdu énormément de potes. Ouais. Parce que t'as les potes qui comprennent pas que tu partes. Il y a ceux qui ne comprennent pas que tu reviennes parce que t'es parti.
Et en fait, très tôt, je me suis dit, ouais, non, faut que je passe à autre chose. J'ai pas le temps de me justifier. Et ce qui a fait, ouais, qu'en 2017, je repars. 2015, c'est j'encaisse le choc. 2016, je commence à réfléchir. 2017, je repars. Tu sais, il y a un truc que peut-être qu'on ne dit pas assez. On angélise beaucoup le fait de vivre à l'étranger, de découvrir autre chose. Moi, je crois que ce qui est difficile, par exemple, autant j'aime rentrer en France en vacances parce que j'ai que le côté positif, on va dire, où j'occulte facilement tout ce qui est négatif. Autant l'idée de revenir m'installer, c'est accepter justement tous des codes dont j'ai plus envie. Et alors là, loin de moi l'idée de dire que ces codes n'existent pas ailleurs. Quand je parle de codes, c'est aussi des choses comme le racisme ou des choses comme ça. Moi, que je trouve très fort quand je rentre en France. Et par exemple, sur la vision qu'on peut avoir de la Turquie, qui est pas du tout vraie, par exemple, qui est même complètement fausse souvent. Mais Mais on est d'accord, les gens ont une vision de la Turquie que j'arrive pas à ah comprendre. ouais, Et ouais, genre, ouais. limite, c'est Mais tant mieux prends un billet, va voir. qu'ils sachent pas, nous on sait. Mais c'est ça. Mais en fait, les gens comprennent pas. Comment dire, moi, je le vois là par rapport à mes billets. Hein. Les billets que j'ai pris courant décembre. Hein. Si je pars en Turquie, combien de temps? 5 semaines. Et là, tu sais, il y a un espèce de... Et pourquoi? Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas. Et puis, tu sais, Parce que moi, ça j'adore. fait 15 Deux, ans parce que je que vis là, j'adore. Et trois, j'adore. 15 ans que je vis là, 15 ans que je rentre en France, que j'explique aux gens pourquoi j'aime vivre là. Et quand des gens viennent et que c'est la première fois, ils se disent oh, mais je m'attendais pas du tout à ça. Parce que j'avais. Mais c'est ça qui est terrible. C'est le je m'attendais pas du En tout fait, à... parce que ça fait 10 ans que je te dis comment c'est en fait. Et en fait, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que quand on vit dans un autre pays, on met ces problèmes-là à distance. En fait, on est un peu des imbéciles heureux, tu vois. Enfin, moi, je me rends compte en Turquie, oui, on suit ce qui se passe, mais ça nous touche pas de la même façon que si j'étais en France et qu'il se passait les mêmes choses. Euh, on peut prendre une distance, on le vit pas autant dans notre chair que si on était turc ou bien que si c'était en France et que je vivais là-bas. Il y a une espèce de flemme ou je m'occupe plus de ces trucs-là qui me gavent, quoi. Voilà. C'est un peu de la lâcheté, en fait. C'est ça que je veux dire. L'expatriation, ouais, c'est super. Il y a la découverte et tout. Mais il y a aussi le fait de mettre derrière soi, dans son pays d'accueil comme dans son pays d'origine, des choses qui nous déplaisent parce qu'on n'a plus besoin de s'impliquer de la même façon. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais à des amis et des proches quand j'ai passé 3 ans au Portugal. Et je pense que j'ai dû mettre à peu près 1 an et demi à le verbaliser. Une amie qui me dit, mais pourquoi t'as l'air pas plus heureux, mais un peu plus apaisé au Portugal? Je lui dis, en fait, je suis en train d'apprendre des trucs et je comprends pas tout. Ouais. Mais j'étais en phase d'apprentissage. Si je ne comprenais pas la mentalité portugaise, ni la mentalité, ni la langue, ni les us et coutumes et machin. Et je me suis dit, je vais prendre le temps qu'il faut. Ça m'a pris 3 ans, j'ai quitté le Portugal au bout de 3 ans, mais j'y retourne régulièrement. Ça va. Mais vraiment, c'est aujourd'hui, donc je sais comment tourne le Portugal, je sais quelles sont, quelle est la politique, la politique économique, comment le gouvernement tourne, je suis les élections, quand l'Assemblée a été dissoute il y a je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, juste après la présidentielle. Ça t'impacte parce que les décisions prises en local, moi j'ai encore des activités là-bas, donc m'impactent professionnellement. Ouais. Mais en fait, j'ai appris un truc, c'est à mettre de la distance. Et le Portugal m'a aidé à mettre de la distance dans à peu près tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en France, moi qui étais un addict de l'information, Ouais. je peux passer 4-5 jours, et des fois, mais littéralement, j'apprends des faits divers qui tournent en boucle depuis 72 heures à la télé. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et puis du coup, ça a beaucoup moins d'impact négatif sur toi. C'est-à-dire que nous, oui, moi le matin, je prends mon café, j'écoute France Inter, hein, vive la France. Mais J'ai l'application tous les matins, pareil. Mais, j'écoute, j'ai l'application des podcasts de Radio France, et mais je me tape l'intégralité. ça m'impacte légèrement par rapport à quand je suis en France et que dès que je suis dans la voiture, j'entends la radio et j'entends les mêmes infos et où là, effectivement, ça commence à me peser. Donc du coup, là, moi, je m'informe, mais ça m'impacte pas du tout de la même façon. Et en Turquie, tu vois, tu disais, les gens te disaient pourquoi t'es pas plus heureux ici. Nous, c'est l'inverse. En Turquie, tout le monde a envie de partir. Tous les Turcs ont envie de partir de Turquie. C'est un pays qui souffre en ce moment et ils nous disent tous, mais pourquoi vous restez là? Et c'est dur de leur dire, en fait, nous, ça ne nous affecte pas autant que vous. Parce que nous, on peut partir demain.
ça, voilà, comment dire, on a cette opportunité qui fait que Voilà, tu peux pas le dire. voilà. Mais non, parce que c'est indécent. Voilà, ça serait le truc le plus En plus, on a indécent à notre dire. passeport Donc, français qui nous emmène n'importe où demain, alors que avec un passeport turc, tu fais une demande à la France et puis on te renvoie ton passeport à la figure. Donc, tu peux pas dire ça parce que c'est un fait, tout le monde le sait. Euh, mais la réalité, c'est que nous, ça nous impacte moins ce qui se passe ici parce qu'on peut partir. d'accord. Comment dire, ça se comprend, ça s'entend, et en fait, ouais, c'est que l'opinion que j'avais par rapport à ça, ouais, est partagée. On arrive vers la fin du podcast. Il y a toujours une question que je pose. Du coup, ça sera la 47e fois que je la pose quand même. On n'a pas marre. Faut que je me recycle à un moment donné. Faut que je me recycle, je sais pas, faut que je trouve une question, tu sais, qui est désarçante. C'est quel est ton qu'est-ce que tu penses du ping-pong? C'est le truc qui n'a aucun rapport. Ah, j'y avais pas pensé. Je pense que je peux perdre des auditeurs et des invités là-dessus. Bon, ça va, c'est la fin du podcast. La question que je pose, c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir vivre à l'étranger? Faites preuve de fleu. Si vous voulez partir à l'étranger, mais que vous n'avez pas forcément envie de gagner beaucoup d'argent. Prof de FLE. Preuve Ou de comme ta sœur, prendre des vacances. professeur, pas forcément, parce que travailler en Alliance française, pour avoir des vacances, il faut travailler dans le système scolaire, donc avec des enfants. Mais prof de FLE, c'est vraiment le boulot. Tu te pointes dans n'importe quel bled au fin fond du pays ou du monde, ou Ushuaïa, là tu vas trouver du boulot. En plus, aujourd'hui, tu peux le faire en ligne, donc c'est encore mieux, tu peux le faire de partout. Et comme J'adore l'exemple que tu as pris. J'ai une amie qui a été visiter son fils en Amérique du Sud, au Chili, pendant quasiment 3 mois, parce qu'il est français au Chili. Il est prof au Chili. ouais, c'est le job que tu peux faire dès que tu as 20 ans, avec peu d'expérience. Bon, après, forme-toi, hein, parce que c'est pas parce que tu sais parler français que tu vas réussir à enseigner le français. Mais si tu es un tout petit peu... Je sais que moi, je pourrais pas le faire, hein, ça c'est une évidence. Ouais. Mon compagnon, il a essayé aussi 1 heure, il a essayé, après il est parti. On va faire autre chose. Donc voilà, derrière, tu vas apprendre des choses, tu vas développer des compétences de pédagogie et puis tu vas apprendre toi-même comment fonctionne ta propre langue, hein, parce que généralement, on ne le sait pas. Mais Moi, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est pas la pédagogie. C'est que j'ai enseigné j'ai enseigné entre 23 et 25 ans, et là, depuis septembre, je reprends l'enseignement. Comment dire, on est sur du professionnel, sur de la technique, sur des élèves qui sont en bachelor ou en master. Et j'ai dit, mais jamais je pourrais enseigner le français, quoi. Tellement compliqué tellement compliqué par moment. Et tu sais, il y a des logiques que tu as tu sais qui pas pourquoi. arrivaient, voilà, Mhm. par exemple, arrivé à mon âge, à 37 ans, elle a expliqué un truc qui est simple, hein. Je dis, je peux pas. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que toi, tu l'apprends pour quelque chose de inné. Pourquoi on dit je l'ai écrit ou je lui écris. Toi, tu sais que ça se dit et que c'est logique, mais en fait, il y a une raison derrière. Donc, ça, Mais il y a une on doit raison, mais j'en parlais avec un pote la dernière fois, je me dis, je fais les accords, les machins. Il me dit, ouais, mais il me dit, est-ce que tu fais des fautes? Je fais, non, je l'écris instinctivement. Bah oui. Par contre, je fais derrière dérouler un cours sur les accords, mais continuez sans moi, quoi. Allez-y, moi, je vais vous ralentir. Bah, ça s'apprend, hein. Moi, mon premier job de prof, donc j'étais en Inde, je dormais littéralement avec mon Becherel sous l'oreiller parce qu'avant de me coucher, je lisais les règles de grammaire que je savais utiliser, mais que je ne connaissais pas. Donc ça s'apprend. Et le petit truc que je veux rajouter sur l'avantage de ce boulot de prof de FLE, au-delà du fait que tu peux partir demain et bosser en Chine si tu veux, c'est que tu vas être en contact immédiatement avec des gens, quoi, des gens du pays. Tu vas pas être dans une bulle d'expat. Je dis pas que moi j'ai pas une bulle d'expat ici de prof, de français, etc. J'en ai une. Mais quand t'enseignes, tu es en contact non seulement avec des vrais gens du pays, donc culturellement c'est génial. Et en plus c'est des gens qui ont, si c'est des adultes, qui ont choisi d'être là et qui donc sont sur une ouverture culturelle, qui ont vraiment à la fois envie de découvrir d'autres cultures, donc des cultures francophones par exemple, mais aussi de partager sur leur propre culture. Donc c'est quand même, tu es tout de suite en contact avec un public qui est passionnant. C'est noté. Je te remercie. Merci pour ton temps. Du coup, merci pour m'avoir refait découvrir la Turquie. Bon, tu vas la redécouvrir toi, même si j'ai bien compris. J'arrive du 19 mars au 24 avril. Voilà.
Voilà, moi aussi, j'ai pris des grandes vacances. Je suis sûre que ce ne sera pas des vacances. Et je sais pas, je suis en train de me faire un petit périple. Comme déjà, de sûr, je passe 3 semaines à Istanbul et puis après, c'est direction le sud. Et là, je suis en train de me faire mon petit, voilà, c'est mon petit parcours, mes petites étapes. Bon, bah c'est bien, t'as bien raison. C'est un beau Ouais, sur pays. 10 jours, et puis après, retour à Istanbul, et puis bon, à un moment donné. Et puis la question se posera, est-ce que je rentre ou pas? On verra. Voilà. faut la laisser venir. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, je pense que les étudiants vont m'attendre. Bah, tu vas faire comme ma sœur, hein. J'arrive lundi. Mais tu dis pas quand, c'est lundi en octobre 2024. Ça Et n'est pas moi. pendant ce temps-là, Halim, dans le grand bazar d'Istanbul. Non, je rentre pas. C'est ça. Ah non, mais après, comment dire, oui, bah après, je pense que j'aurais plus de facilité à leur donner des cours d'histoire que des cours de français. Donc, je me débrouillerai. En tout cas, écoute, je te remercie. Bonne journée à toi. Allez, écoute, et sûrement à bientôt à Istanbul en vrai. Mais écoute, je te remercie et à bientôt. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce 47e épisode. Pour le prochain épisode, on prendra la direction de l'Australie. Je vous en dis pas plus. À bientôt, prenez soin de vous et encore une fois, bonne année 2023.